Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 21 mars 2024. C'est normalement le début du printemps. Et d'ailleurs, le temps est devenu printanier, du moins sur Paris. J'ai le plaisir, dans le cadre de nos entretiens, vous savez que sur UPR TV, je reçois des personnalités de divers horizons. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui M. Pierre-Yves Collombat, qui a derrière lui une longue carrière d'élu républicain. Il a été notamment sénateur, il va nous en parler. Il a également été vice-président de l'Assemblée des maires ruraux de France. Pas l'Assemblée des maires de France, pas la MF, mais la MRF, qui réunit les maires justement des petits villages de France. Pierre-Yves Collombat, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Alors, qui êtes-vous? Décrivez-nous un petit peu votre jeunesse, qui vous êtes. Écoutez, votre parcours. Pour être le plus simple possible, donc mon origine, c'est une origine d'une famille ouvrière de l'Isère, pays, enfin un département assez connu parce qu'on avait beaucoup de résistance. Donc il restait toujours des relents de la résistance. Donc c'est même dans l'Isère qu'a commencé la Révolution française avec la journée des Tuiles. Oui, oui. On peut dire. Enfin, c'était pas la même révolution. Je me suis trouvé, enfin disons, je suis de gauche de naissance. Hein. Bon, donc j'ai persévéré dans mon être, même bien que, disons, ce qu'il fallait mettre sous le terme maintenant, sous les termes de gauche, ça devient très difficile. Aujourd'hui. En tout cas, c'est changeant, ce qui explique un peu mon parcours politique. Donc, j'ai aussi, enfin, mon métier, c'était professeur. J'étais professeur de philosophie. En passant par la filière qui existait à l'époque, j'étais encore en seconde à l'école normale d'instituteurs de Grenoble. Tout ça a été modernisé par la gauche, n'est-ce pas? Et tout ça s'est volatilisé, il n'y a plus d'apprentissage, donc ni des instituteurs, ni véritablement des professeurs. Et donc j'ai fait ma carrière, donc je suis terminé, comme je fais toute ma carrière, donc comme professeur à Draguignan. D'accord, vous étiez professeur. J'ai été, disons, le hasard a fait que mon premier poste, ça a été l'école normale d'instituteur mais comme professeur donc à Draguignan. Donc dans le Var, vous n'aviez aucune attache? Dans le Var, non, pas du tout, aucune attache. Et puis, bien qu'avec quelques aléas, j'y suis resté. Et le hasard aussi a fait que j'étais dans un village donc où le maire et la municipalité m'a disposé parce que je trouvais qu'il faisait rien du tout. Et puis voilà, comme je me suis retrouvé dans une liste pour donc à la municipalité. Et chemin faisant, je suis devenu maire de Figuienières et je suis resté 22 ans maire de Figuienières. Alors Figuienières, c'est un village de combien d'habitants? 2500 habitants. Ah oui, on a commencé à 2000 habitants et puis comme c'est un département dynamique quand même du point de vue démographique, tous des gens qui venaient de l'extérieur en fait. Autrement peut-être qu'ils m'auraient pas élu. Bon, et donc, voilà, je suis mesuré. Et j'ai la suite normale, j'ai été aussi conseiller général, et j'ai été pendant, enfin oui, j'ai fait 16 ans comme sénateur. Alors, quand vous avez été candidat à Figuienières, c'était sur une liste. Il y avait une étiquette ou c'était une liste d'intérêt? Non, c'était une liste d'intérêt local. Voilà, local, d'autant que, et officiellement, disons, officieusement, disons, on faisait le ménage, ce que j'appelais les paléosocialistes de l'époque. Donc, mais on était à gauche. On était à gauche. C'était une mairie de gauche, de toute façon, acquise à la gauche. Oui.
Oui. On peut dire ça. Oui, donc, bon, j'ai toujours baigné dans cette atmosphère-là et dans ces milieux-là. Puis, de toute façon, ça correspondait bien à à ce que je pensais, à ce que je souhaitais. La seule chose qui a varié, c'est que pour être à gauche, il ne faut pas toujours être dans le même parti. Voyez-vous ? Parce qu'entre-temps, les choses ont changé. Alors, vous avez été conseiller général. Vous avez commencé comme... Enfin, à l'époque, ça s'appelait conseiller général. Maintenant, conseiller départemental. départemental. Donc, quand vous avez été élu conseiller général du canton où il y a Figuenière, je suppose. Oui, c'est cela. Vous aviez une étiquette. C'était quoi votre étiquette à l'époque ? C'était là, au départ, je n'avais pas vraiment d'étiquette, et puis j'ai fait toute ma carrière, disons, on va appeler ça la gauche varoise. La gauche varoise. La gauche varoise. Parce qu'il y en a, comme on n'était pas très nombreux à gauche, hein, c'était plutôt, ça a quand même été le premier département français qui a voté extrême droite. Hein. Oui. Bon, donc entre la marine, les rapatriés, ça fait plus beaucoup de place pour la gauche. Pour la gauche. Mais la gauche varoise, elle était proche du Parti socialiste. Alors au départ, oui. Mais moi, je me suis toujours... je sais pas comment je me suis retrouvé, j'ai toujours été dans la minorité. Bon, alors, à part dans ma commune, bon, j'étais toujours dans la minorité, quand c'était... ou la minorité de la minorité. Ah ouais. Donc, moi, c'était les idées qui m'ont toujours intéressé. Et c'était pas vraiment ce qui intéressait la plupart de mes collègues. C'était plutôt de faire une carrière. Et pour faire une carrière, eh bien, il faut être dans la bonne draille, comme on dit chez nous. D'accord, donc suivre les consignes du parti, vous, c'est pas votre genre. C'est plutôt. Non, vous aimez être plutôt libre de vos. Oui, non, mais de toute façon, c'est la première. Oui, c'est-à-dire que quand je vais quelque part, j'en lance la couleur. Ma première, j'avertis, quoi. Alors, vous êtes donc ensuite devenu sénateur. Mais comment on fait pour devenir sénateur sans étiquette? Parce que là, ce sont les grands électeurs, c'est pas... Ah ben, j'avais mon étiquette, j'ai toujours gardé mon étiquette. Oui. Et parce que, si vous voulez, vous allez peut-être trouver que je fanfaronne, mais je m'occupais des gens, voyez-vous. Ah. Je m'occupais de mes électeurs. D'accord. Et combien, bon, si vous voulez, quand je faisais le tour de mon électorat, quand je faisais un examen, j'avais peut-être 50% des gens qui étaient de gauche, qui votaient pour moi, et tout le reste, ils n'étaient pas de gauche. Combien me disaient, moi, je suis à l'UMP, ou enfin, etc., mais je vote pour toi. Parce que vous... parce que toi, tu bosses. C'est la blague. Alors, comment vous êtes... C'est ça, quand même. En principe, un élu, il s'occupe de ses électeurs, voyez-vous. Il rend service. Alors que c'est pas toujours le cas. Je sais pas, mais en tout cas, bon... Et ça plaisait. Ça plaisait qu'on... Ah, oh là là. Et je disais, moi, enfin, on daube, bien sûr, les élus, machin, les notables. Oui. Les notables. Mais je dis, un notable, c'est ça, c'est quelqu'un qui met ses connaissances, ses filières, etc., son carnet d'adresses à la disposition de gens qui n'en ont pas. Et disons, c'était une très bonne partie, une partie de mon activité, c'était ça. Donc, c'est comme ça que vous êtes devenu sénateur, parce qu'il y a un certain nombre d'élus locaux qui vous aimaient bien. Oui. Et vous aviez quoi? Mais alors combien vous étiez gauche varoise ou... Gauche varoise. Voilà. Parce que bon, alors là, je vous dis pas mes navigations au sein du Parti socialiste. Il y a beaucoup de courants. Il y avait beaucoup de courants. Alors à l'époque, j'étais au courant Rocard. Donc dans la minorité. Oui. Là-bas, c'était essentiellement donc des mitterrandistes. Mais bon, ça m'a jamais beaucoup intéressé. Donc oui, je faisais vivre quand même ce courant-là, qui me semblait le plus proche de ce que je pensais. Donc vous êtes élu au Sénat, vous êtes au groupe socialiste au Sénat. Combien de temps vous y êtes resté, en fait? Alors, j'y suis resté
la petite histoire, jusqu'au moment où le groupe socialiste du Sénat est devenu majoritaire. Donc vous êtes entré en 2004 ? En 2004, vous êtes alors, entré ? en 2004, donc là, c'était en 2011, si ma mémoire si la mémoire est bonne, parce que, bon, on était dans l'opposition. Donc, bon, on tolérait, même certains m'appréciaient, bon, je détonnais, mais enfin, bon, c'est Pierre-Yves, bon. Ça ne portait pas à conséquence. Ainsi, la situation, en parlant justement de Jean-Claude Juncker, qui à l'époque n'était que président de l'Eurogroupe. Et il disait « Le matin, il nous rappelle nos obligations d'équilibre des finances publiques et l'après-midi, il nous fait les poches grâce au régime luxembourgeois sur la fiscalité et le secret bancaire. » Alors je vous demande simplement, monsieur le ministre, de déployer autant d'énergie que vous mettez à faire les poches des collectivités territoriales, à faire cesser ces pratiques légales de pickpocket. Merci. Bon. Et puis même là, le groupe socialiste a voté même des choses qui étaient de gauche. Alors, j'ai tout de suite vu, je me suis dit, quand on va devenir majoritaire, ça sera plus possible. Parce que majoritaire, ça voulait dire qu'on était, on allait être très rapidement, c'est ce qui s'est passé après, puisque donc le parti social, enfin les socialistes sont au pouvoir, hein, donc après avec Hollande, donc je participais à sa campagne, enfin etc. Mais je savais qu'à partir du moment où le gouvernement serait socialiste, je ne pourrais plus rien faire. Enfin, je serais en décalage, et donc ben, alors je suis parti. Donc, alors c'est pas banal. Donc lorsque le parti politique auquel vous appartenez arrive au pouvoir, il y en a en général qui se précipitent pour avoir des postes. Bah oui, mais... Et vous, ça a été plutôt... C'est ce que j'avais dit quand je suis devenu sénateur, Hollande m'avait fait venir, c'est sympa, me saluer, etc. Alors je lui ai dit, écoute, je peux te dire une chose, c'est que je voudrais pas être ministre. Vous avez dit ça à François Hollande? Oui. Parce qu'il vous sondait pour être... Non, c'était très amical. Non, c'était agréable, hein, bon, etc. Mais je savais et c'est ce qui s'est passé, à partir de ce moment-là, qu'il y a eu des enjeux de carrière, bon, bah, moi, ça ne m'intéressait plus. D'accord. Donc vous avez quitté le groupe socialiste. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Vous avez quitté le groupe socialiste et vous êtes... Alors je suis allé aux radicaux de gauche, oui, qui s'appelait donc le RDSE, oui, très gens très sympathiques. Et là, c'était la liberté complète d'expression. Bon. Et en plus, pour le président Jacques Mézard, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup, qui lui aussi n'avait pas sa langue dans sa poche. Et donc, ça s'est très bien passé. Jusqu'au moment où le président de nos groupes est devenu macroniste. Ah. Bon, pour des raisons qui lui sont propres. Alors j'ai dit, c'est pas possible, je peux pas rester dans le groupe. Donc vous avez tout de suite flairé qu'il fallait pas aller avec Macron. Alors non, il n'y avait pas de risque là. Il y avait pas... Oui, c'était déjà l'époque. On disait, oui, mais Macron, il est très intelligent. Ah oui, ça bon, tu vois ça à quoi? Bon, enfin, non, j'ai toujours un peu de problème avec ce genre de personnage. Il n'est pas le seul dans ce cas-là, mais bon. Et donc, je suis allé dans le réfugié politique au groupe communiste. Alors, vous avez été chez OPS, oui, puis chez les radicaux de gauche, et enfin chez les communistes. Et chez les communistes... Qui étaient contents de m'avoir. Qui étaient contents de vous avoir. Voilà. Et vous étiez bien chez eux, vous aviez une liberté de parole. Oui, non, c'était... Parce qu'ils étaient contents quand même, parce qu'ils avaient un groupe qui était faible, petit, enfin, donc ils étaient toujours... pour avoir le quorum, pour avoir suffisamment pour faire un groupe, ça les gênait. Donc ils étaient très contents de m'accueillir. Je dois dire que j'ai été très très bien traité. J'ai eu ce que je voulais, c'est-à-dire la possibilité de parler. Mais comme, grosso modo, on était d'accord
sur les textes de loi. Et j'ai eu la possibilité vraiment de... Moi, c'est ça qui m'intéressait. Alors, c'est quoi les choses qui vous motivent politiquement? Quels sont vos grands combats politiques? Les grandes valeurs auxquelles vous croyez en politique, en fait? Ben, je veux dire, représenter le peuple, représenter les gens. Faire voter les lois qui, pour eux, seront une amélioration. C'est ça, c'est tout bête, hein. Et puis, bon, bah, ça veut dire aussi qu'on soit dans un pays qui soit vraiment indépendant, qui soit souverain, qu'on ne soit pas à la traîne d'idéologie, etc. Que la démocratie fonctionne, quoi. C'est tout, pas plus bête, c'est tout bête. Mais donc, ça. Les services publics? Alors, disons... L'un des aspects aussi importants de cette affaire, c'est que j'avais gardé, entre-temps, donc vous l'avez rappelé en commençant, j'ai fait tout une bonne partie, disons, de ma carrière donc, aux maires ruraux, hein, à l'association donc nationale des maires ruraux, où j'ai aussi, qui est une structure aussi très polyvalente, où il y avait des gens d'extrême droite, il y avait des gens de gauche comme moi, enfin, etc. Bon, et comme on avait un combat commun, eh bien, c'était de répondre aux attentes donc de la ruralité. Et bon, à l'époque, je peux vous dire qu'on leur a amené la vie dure. Hein. Ça a été toute l'époque où les services publics ont été complètement laminés, où on a commencé, ça a pris du temps. Et nous, moi je passais mon temps à sauver les bureaux de poste, vous voyez, bon, on a passé à ça. Donc un combat politique très concret sur le terrain, en fait, pour justement empêcher les fermetures de bureaux de poste, d'écoles, de gares. Et puis aussi... Là, j'ai pas complètement réussi. Un de mes combats, c'était, je voulais qu'on fasse un statut de l'élu. En principe, en particulier, qui pourrait servir l'élu rural. Parce que, pour deux raisons. D'abord, parce que si vous voulez vraiment être un vrai élu, ça vous prend du temps. Bon. Et donc, il faut quand même régler le problème des indemnités. Bon. Et il fallait aussi... Et on s'en est aperçu progressivement, qu'il y avait, disons, l'évolution des choses faisait que les élus, même locaux, étaient de moins en moins protégés. Bon, on avait des incidents, enfin, etc. Et donc, moi, ce que je voulais, faire un statut de l'élu qui donnerait une certaine... Alors que c'est vraiment un maillon de la République. Et que vous ne pouvez pas leur cracher à la figure comme ça. Hein. Donc vous considérez que ça va dans votre fibre révolutionnaire, parce que c'est vrai, la commune, en fait, c'est l'échelon numéro 1 de la démocratie, en fait. C'est quand même la première disposition de la Révolution. Hein, décembre 1789. On a traité ça avant même de régler la question du type de gouvernement qu'il y aurait. La création des communes de France. Oui. Donc vous vous battez pour les communes de France. Et oui, pour ce microcosme de la démocratie. Et d'ailleurs, à l'époque aussi, ça fait... tous les gens bien pensants trouvaient que... Vous vous rendez compte ? 40 000 communes, 40 000 cutéreux qui décident ? Non mais, c'est un pur scandale. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, quand j'étais à l'ENA en 1983, on avait des cours, justement, où quelqu'un nous expliquait qu'il y avait 36 000 communes ou 38 000 communes. Voilà. Il n'y a pas un énarque qui ne vous dit pas quand il vous dit « Ah bon ?» Ah non, c'est vrai, il y a trop de communes en France. Voilà, exactement. Mais c'est ce qu'on nous enseignait. Et on nous disait toujours qu'on en avait plus à l'époque, donc on était, il y avait en 83, on était 12 États membres dans l'Union européenne, et donc on avait plus de communes que les 11 autres pays réunis.
Voilà. Et alors, on nous expliquait qu'il fallait les fusionner. Moi, j'avais jamais compris pourquoi, en fait. Parce que ça coûte rien, ça coûte très peu cher, en fait. Ça coûte rien. Et là, moi, je répondais toujours, ah oui, mais vous savez, il y a eu qu'en France qu'il y a eu la Révolution française. Oui. En général, ça clôturait la discussion. Oui, parce que pour vous, la multiplicité des communes, c'est comment dirais-je, consubstantiel à la Révolution française. C'est ça. En fait, ce sont les parois. Et en plus, ça permet de gagner. C'est plus efficace sur le plan de la gestion. Et quand on voit l'évolution, disons des derniers, à partir de l'arrivée de la gauche au pouvoir, la première partie. Au départ, quelqu'un comme Mitterrand, un peu stimulé par Defferre, il y a eu vraiment des lois qui étaient très positives, qui ont vraiment donné du pouvoir donc aux élus. Bon, et puis ça a commencé à changer jusqu'à Chevènement. Parce qu'il y avait ce problème-là, qui était, oui, mais c'est tout petit, etc. Et la solution, c'était l'intercommunalité. Bon. Et l'Union européenne a mis son grain de sel aussi là-dessus, en disant notamment dans les grandes orientations des politiques économiques, à partir du traité de Maastricht, donnant des instructions pour, justement, favoriser la fusion des collectivités locales. Il y a eu ça aussi. Mais, et surtout, alors, ça a commencé, donc à partir de Sarkozy. Ils ont commencé par réduire les recettes. Notamment la dotation globale de fonctionnement. Oui, et puis la captation des impôts qui rapportaient par le national. Donc, pour des très très bons motifs, je sais pas, par exemple ce qui était la taxe professionnelle. Bon. Et puis, donc, vous voyez, on a... et puis, on est arrivé, on a passé la taxe d'habitation. Tout ça pour des motifs vraiment toujours très nobles, etc. Bon. Et l'État a capté pour lui. Bon. Et donc, là, et puis alors aussi... l'opération de détournement de l'intercommunalité, de ses finalités. Qu'est-ce que c'est que l'intercommunalité? C'est pour faire à plusieurs ce qu'on ne peut pas faire tout seul. Et c'est devenu, on met tout ça dans une grande intercommunalité et on s'occupe de ce que les communes faisaient très bien tout seuls. Et contrairement à ce qu'on racontait, et ce qu'on continue à raconter, le fait qu'il y ait des intercommunalités gigantesques, elles ne sont pas toutes gigantesques, mais il y en a pas mal, il y a quand même des cas de 180 communes, enfin, des choses comme ça, bon, eh bien, au lieu ils s'occupent de ce que les petites communes, les petites collectivités faisaient très très bien toutes seules, mais par contre, ils ne s'occupent pas du reste, hein. Donc, et là, c'était vraiment... la loi Chevènement a été la dernière loi qui a été prise, qui était très positive. Et après, ça a été la débandade. En fait, l'objectif... J'ai passé ma vie après à me battre, contre ça. Contre les fusions forcées de communes. Oui, ou les lois NOTRe. Enfin, la plus belle escroquerie, c'est la loi NOTRe. Hein, que même le Sénat a voté. J'ai toujours pas digéré ça. Donc, voilà. Et alors, puis même dans un délire, on s'est retrouvé avec des régions qui n'avaient ni queue ni tête. Bon. Ah oui, avec les grandes régions. Oui. Mais ça, c'est quand on sait comment ça a été fait. Et maintenant, à l'époque, on me disait, ah oui, t'as raison, hein, je sais pas. Je dis, mais pourquoi vous l'avez voté? Vos collègues vous disaient bien sûr. Que vous aviez raison. Ils savaient, eux, c'était des maires. Et pourquoi ils l'ont voté alors? Ah ben oui, mais bon, on ne peut pas faire autrement. Et puis, ou alors on demandait des menteries du style, oui, mais on allait supprimer les départements. Ah ouais? Non, on n'a pas supprimé les départements. Mais ça, c'est pas connu, ça. C'est très bizarre, hein. Pourtant, c'est fondamental.
Enfin, moi, ce que j'explique dans mes réunions publiques, dans mes conférences, depuis très longtemps, c'est que tout se passe comme si l'objectif était de rapprocher la granulométrie administrative, si je peux dire, de la France, de ce que c'est en Allemagne ou aux États-Unis. C'est-à-dire des grands comtés, de la fin des communes, des petites communes, des grands comtés. Tout à fait. Mais ça, c'est le baratin classique. Bon. Mais en réalité, c'est pas ça, parce que vous vous apercevez que les communes, d'abord, il y a une grande diversité, donc, de la granulométrie dans les pays européens ou aux États-Unis. On a fait des recherches là-dessus. Bon. Et puis aussi que, en fait, le dernier maillon qui reste, eh bien, il a quasiment pas de pouvoir. Si vous voulez, parce qu'il y a quand même une mainmise des comtés, par exemple, sur ce qui joue le rôle de communes. On est encore le pays où la gestion locale est encore la plus développée. Et quand vous regardez, vous vous apercevez, mais alors oui, mais faire des économies. Voilà, les économies d'échelle. On va faire des économies d'échelle. Puis quand vous regardez, non, on ne fait pas d'économies d'échelle. Non, c'est plus cher, oui. On ne fait pas d'économies d'échelle. Ouais. Ah oui, c'est certain, parce qu'avant, on a des petites communes où les élus sont très très peu payés. Et puis ils se mobilisent. Et puis ils se mobilisent. Et puis surtout, ils se mobilisent. Et puis ils peuvent travailler presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que un samedi, un dimanche, on peut venir les trouver, il y a un problème dans la commune, etc. Justement, parce que ça, c'était aussi la politique ça a été donc la politique du Parti socialiste. Hein, bon. Vous avez la dent dure sur les socialistes. Hein. Oui, j'ai une dent dure, oui. Parce que je ne suis pas remis. C'est quand même eux qui nous ont mis où on est. Il n'y a plus d'opposition. Et comment on voulait faire une démocratie sans opposition? C'est ça c'est ça qui définit la démocratie. C'est qu'il y a des points de vue personnels qui s'opposent. Si tout le monde... on a ce qu'on a, hein. Ou vous changez ces machins qui est élu, mais il fait la politique de bidule et il continue, enfin, etc. Et donc regardez comment ça s'est passé. Comment on a saboté le service public. Bon. Et la dernière trouvaille, notamment, c'est en fait de la conception de l'intercommunalité comme faire à plusieurs ce qu'on ne peut pas faire tout seul. Et non, c'est installer l'état minimum partout. Et cet état minimum sera remplacé par le marché. Sauf que le marché, dans les endroits où il n'y a pas grand monde, il n'y va pas. C'est ça, c'est de désertification rurale, en fait, au bout du compte. Ben, bien sûr. C'est une des raisons. Mais... je m'énerve un peu, là. Non, mais je comprends. Mais vous savez, j'ai rencontré beaucoup de mes ruraux sont dans la même situation que vous. Mais est-ce que vous faites le rapport entre ça et nos engagements européens? Parce que les engagements européens pèsent de tout leur poids sur ces questions. Là, d'abord, c'est au nom de l'Europe, etc., des traités européens qui vous en servent, etc. Bon, il faut voir, moi j'ai vu au début la gymnastique que faisait le Conseil d'État pour nous expliquer que le service public doit aussi respecter la libre concurrence, etc. C'est assez rigolo de voir comment... On est en train de torpiller la SNCF, EDF... Alors où ça devenait complètement loufoque, c'est quand la plupart des services publics, des services de réseau, si vous voulez. Alors on fait quoi? Alors, on va mettre des locomotives qui vont circuler, chacun sa locomotive. C'est en cours. Oui, c'est ce qui.
Ils essayent. Mais enfin, c'est tellement loufoque qu'on n'y arrive pas. Bon, on n'y arrive pas. Et alors, et après, bon, ben, là aussi, il a fallu faire des économies. Tu vois, il fallait faire des économies parce que on avait des accords. Il faut pas s'endetter. Comment voilà. vous voyez, monsieur le sénateur ou monsieur le président, ça dépend de vos fonctions antérieures, comment vous voyez la situation de la France aujourd'hui? Sur tous les sujets, notamment... On est dans une impasse. On est dans une impasse parce qu'on ne peut plus prendre de décision. Bon. Vous voyez, moi, et c'est beaucoup plus grave que ça, parce que moi, je compare à ce qui s'est passé avant-guerre. Quand la grande crise, eh bien, Polanyi, enfin, tout le monde connaît, ou presque, les travaux de Polanyi sur la... il nie que la crise, la guerre, enfin, etc., sont venues du fait que le politique a refusé de faire les réformes qu'il fallait faire. Et donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, il y a eu le fascisme et il y a eu les nazis. Bon. Le système s'était bloqué, était complètement bloqué. Impossible de faire des réformes pour débloquer le système. Et en particulier, ça ne pouvait venir par une intervention de l'État. Bon. Qui changeait ce que les États-Unis a fait. Quand vous lisez comment Roosevelt s'y est passé, c'est à la mitrailleuse qu'il est allé contre les banquiers. Hein. C'est hallucinant. Les discours de Roosevelt pendant les campagnes électorales, parce qu'il avait tous les banquiers contre lui. Bon, c'est hallucinant, je veux dire. Le gauchiste, mais alors... Bon. Et donc, à partir du moment où tout était bloqué par le système financier. Par le système qui n'était... Le système était tellement bien fait, replié sur lui-même, qu'il ne pouvait plus se réformer. Donc vous pensez Et on est dans cette situation. On ne peut plus se réformer. Du fait du poids d'une oligarchie financière, en fait. D'un système. Alors il y a bien sûr toujours une oligarchie derrière, hein, mais c'est un système de... on le voit bien, hein, qui fait que financier, qui surplombe la planète, bon, et qui vit pour lui-même, pour augmenter son capital, etc. Mais c'est un capital de vide, hein, on crée pas de richesse avec ça. Bon, et c'est ça sa logique, cette logique qui est une logique folle, qui s'impose, et au nom de cette logique folle, on ne peut pas faire les réformes qui seraient absolument nécessaires. Pour le peuple. Oui, mais pour tout le monde. Parce que là, le système ne fonctionne plus. Hein. Comment vous voyez la position en ce moment, l'affaire ukrainienne, la Russie? Comment vous voyez la position de Macron? Est-ce que vous êtes inquiet sur cette question? C'est complètement absurde, mais bon, et en plus, enfin, je sais pas, en la matière, alors, c'est pas absurde à partir du moment où où vous avez pour politique de faire disparaître la France. Bon, si c'est ça, bon, c'est bien joué, bon, mais si... Vous êtes direct, vous êtes cash. Macron vise à faire disparaître la France. C'est un libéral. C'est tout petit, ils l'ont dit déjà, ils osent le dire. C'est tout petit, la France, ou alors de temps en temps, oui, on fait des cérémonies. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait beaucoup de cérémonies. Mais c'est sur des gens passés, hein, c'est pas... Bon. Mais si vous voulez... c'est ce que De Gaulle a fait. Bon. Parce que, tout le monde ne sait pas, que les Américains, j'ai dit beaucoup de bien de Roosevelt, là, j'en dirais moins, le but, c'était de faire disparaître la France, hein, quand même.
Heureusement que De Gaulle était là, donc. Ah oui, De Gaulle, et puis bon, et la résistance. Ils avaient déjà prévu, ils avaient déjà imprimé les billets de banque. Oui, absolument. Ah, mais ça, on n'en parle pas. Hein. Oui. Bon. Oui, donc, vous savez que De Gaulle avait refusé de célébrer le 6 juin 1964, le 20e anniversaire, parce que là, on va nous sortir, juste avant les élections du 9 juin, on va nous sortir le truc, le D-Day. D'ailleurs, maintenant, avant, on parlait du jour J. Maintenant, on dit le D-Day. En France, oui, il faut être moderne quand même. Voilà. Pas... Et donc, on va nous ressortir l'idée que les Américains sont venus nous libérer, alors que De Gaulle, qui était quand même le mieux placé pour le savoir, avait refusé de célébrer le 6 juin 1944, puisque, en fait, il s'agissait effectivement de prendre pied sur le continent européen, mais il s'agissait d'assujettir la France. Oui, oui, oui. Et alors, là c'était tellement que c'était vraiment le bazar. Donc, De Gaulle a pu s'appuyer aussi sur Eisenhower. Enfin, il a marchandé justement qu'il aille à Paris et il a dit, enfin, ce que j'ai pu lire, mis au service de. Et, par contre, Eisenhower, lui, il voulait aller à Berlin. Absolument. Bon, donc, De Gaulle voulait qu'on libère Paris en premier. Il y a eu donc ça a foiré leur truc et puis De Gaulle avait bien organisé à chaque fois donc qu'il y avait une libération, il y avait un groupe gaulo, résistant, etc. Et quand ils arrivaient, les autres, c'était déjà fini. On a déjà donc mais ça c'est pas trop connu. Et donc c'était ça l'idée. Bon, fugitif. Ils ont réalisé aussi que c'était complètement loufoque. Bon. Donc voilà un peu moi. Vous pensez qu'aujourd'hui on est revenu dans le même type de situation avec des États-Unis dont l'objectif, au bout du compte, est de de dissoudre les nations européennes? Non, on est suffisamment stupide pour avoir cette idée tout seul. Hein. À partir du moment où on fait la politique qu'ils veulent, ils s'embêtent pas, hein, ils sont pas, il n'y a que le résultat qui compte, etc. Mais disons que à partir du moment, en tout cas à cet instant-là, il se serait bien passé d'avoir autre chose. Parce que quand c'était Pétain, c'était quand même beaucoup plus intéressant, ou Giraud, il se serait bien contenté d'un président lige. Hein, Ah ben ça, c'est ce que De Gaulle raconte dans les Mémoires de guerre, c'est-à-dire que l'objectif des Américains, c'était, une fois qu'ils auraient mis la main sur la France, de maintenir au pouvoir Pétain, Laval et Édouard Herriot. C'était ça qui était prévu au programme. Mais ce que les Américains ont de bien, c'est quand ils savent qu'ils se sont trompés, vient un moment où ils changent d'avis. Alors sur l'Ukraine, est-ce qu'ils vont changer d'avis? Et où est-ce qu'on en est? Ils sont en train de changer d'avis. Bah oui. Et nous, Macron, alors qu'est-ce qui se passe? On va aller en guerre contre la Russie? Macron, il a la postérité pour lui. Non mais c'est pas grave ce qui se passe, vous trouvez ça drôle? Oui, je préfère j'en ris au lieu d'en pleurer, quoi. Pour pas en pleurer. Parce que c'est complètement loufoque. Enfin, c'est complètement invraisemblable. Il a oublié qu'il y a 3000 ou je sais plus combien d'ogives nucléaires de l'autre côté, là 5800. Ouais. 5800. Il était un peu en retard dans le vous continuez à rencontrer certains de vos anciens collègues sénateurs. Qu'est-ce qu'ils disent en ce moment, les sénateurs? Pourquoi les députés, les parlementaires, ils ne bougent pas? Pourquoi ils ne lancent pas la procédure? Mais il ne vous aura pas échappé que le Parlement... on ne discute pas de ces choses importantes. Hein. C'est dramatique. Ben oui. Mais ça fait un moment que c'est dramatique. Oui, non mais je plaisante. Je ne devrais pas plaisanter. Mais c'est invraisemblable. Puis alors, quand on se rappelle quand même ce qu'on nous a bassiné, l'Europe c'est la paix. Ça a été la paix tant qu'il y a eu l'équilibre des forces. De la terreur. Voilà, de la terreur.
c'était pas fini que, regardez ce qui s'est passé en Yougoslavie. Chacun a voulu récupérer ses anciens. Je partage 1000 fois votre avis, oui, bien sûr. Mais ce que je trouve tragique, c'est qu'on a l'impression qu'on a quand même à la tête de l'État quelqu'un qui est fragile psychologiquement, et je suis gentil de dire ça, qui est Macron, qui fait des embardées comme il le fait, parce que il y aurait quand même de quoi, si on se met un instant à la place de la Russie, la ville de Belgorod, territoire russe, qui reçoit régulièrement des missiles, notamment fabriqués en France, il y a un moment à partir duquel les Russes vont finir par réagir. Et en plus, on prétend que c'est la Russie qui nous menace. Enfin, ce sont quand même des armements qu'on envoie en Ukraine et qui bombardent la Russie. Et moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que les parlementaires français, des députés ou des sénateurs qui ont le pouvoir de lancer l'article 68 de la Constitution pour destituer le président de la République, même si ça n'arrivera pas au bout du compte, mais ça affaiblirait sa position, ça le calmerait. Non, mais la majorité n'est pas sur ces positions-là. La majorité, c'est pour la stabilité. Bon, mais c'est pas de la stabilité, là. Là, ils nous entraînent dans une potentielle guerre nucléaire. Non, mais d'accord. Enfin, je veux dire que, d'abord, ce genre c'est peut-être... Je vous surprends peut-être en vous disant ça, mais on ne parle pas de ça au Parlement. On parle pas de la guerre et de la paix. Ah ben non. Ah bon non. bah non. On parle pas de la... Ça, c'est pour des histoires pour les gens qui savent de quoi ils parlent. Hein. Il est bien connu que les parlementaires savent rien. J'ironise. Lourdement. Le fait qu'on soit assujetti à Bruxelles ou à la Banque Centrale Européenne, à l'OTAN, ils disent quoi, les parlementaires ? Le Parlement a été vidé de substance. Pour l'instant, mais oui, mais c'est pas d'aujourd'hui, c'est venu lentement, etc. Bon, pour l'instant, l'Europe, il n'y a pas moyen de faire autrement sans l'Europe. On ne peut pas rien faire sans l'Europe. On n'a pas de débat là-dessus. On ne peut pas débattre là-dessus. Non. Il y a une commission, c'est pas une commission officielle, mais enfin, disons institutionnelle, mais qui est la commission donc européenne. Moi, j'y suis resté quelques mois. J'en suis parti. Vous êtes allé à la Commission européenne ? Ah je suis allé voir ce qui se passait quand même. Ah, d'accord. Bon. Et il se passe rien. Si on explique les textes des productions européennes. Des bureaucrates. On explique ça. Oui. Et comment il faut les... appliquer les directives. De temps en temps, on fait aussi peut-être des amendements. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Moi, je suis resté quelques mois, puis je suis parti, parce que ça ne servait à rien. Bon. En fait, tout est décidé par des gens non élus. Mais c'est dommage de devoir dire ça, parce que le Parlement, de fait... n'a pas le pouvoir. En France, le Parlement... Il faudrait quand même voir un petit peu qui a le pouvoir en France. Alors, vous aurez des surprises. Hein. D'abord, ceux qui ont le pouvoir, ils ne sont pas forcément en France. Bon. Mais nous, on règle... Bon, vous avez toujours un moyen... entre la bureaucratie française, la bureaucratie européenne, etc. Vous savez, le pouvoir, avant qu'il arrive... en fait, vous êtes d'accord avec ce que je dis, alors, avec ce que dit Luper, en fait. Je suis désolé, oui. Parce que ça fait 17 ans que j'explique, en effet, que la France est dirigée par la Commission européenne, qui sont des technocrates non élus de 27 États. Et d'ailleurs, tout ça, comme disait De Gaulle, pour le plus grand profit de l'oncle Sam. De Gaulle avait dit, Vous savez ce que c'est que l'Europe fédérale ? C'est l'Europe sous commandement américain, il l'avait dit. Par la Banque Centrale Européenne, qui est à Francfort, et par l'OTAN, dont le siège est à Bruxelles, mais qui est dirigé depuis les États-Unis. Et d'ailleurs, l'euro, on n'en parle pas, mais enfin, ceux qui s'intéressent un peu à la question... savent que l'euro, ça va se casser ça marche pas. Hein. C'est comment je vous disais que en fait c'est comme le bourdon, l'euro. Ça devrait pas voler, puis ça vole. Bon. Jusqu'au jour où ça va se cracher. Bon. Donc voilà, tant que passager du Titanic, tant que l'orchestre joue, eh bien.
Ben, nous aussi, on danse. Jusqu'au moment où, voilà. Mais c'est tragique ce que vous décrivez. Mais c'est tragique. J'ai l'air de galvaude. Mais c'est... Bon. Et c'est pour cette... Et l'une des raisons... bon, moi, je savais que vous existiez, je vous écoutais, enfin, etc. Mais j'ai jamais fait on n'en a jamais discuté comme là. Mais je me suis dit, mais au bout d'un moment, bon, on peut pas rester comme ça. Je veux dire, c'est le peu qu'on peut faire, c'est-à-dire un peu secouer le gros lot, ben faisons-le. Alors, monsieur le sénateur, est-ce que vous êtes d'accord pour être sur notre liste pour les européennes? Ben, je suis d'accord, puisqu'on en a déjà parlé. Simplement, bon, je ne veux pas être en position éligible, parce que à mon âge, il faut que j'ai l'âge des évêques pour prendre la retraite, donc je vais pas. Mais je n'avais pas réalisé que c'était peut-être un scrutin important. Bon, ça ne sert à rien, donc il ne pas de se déplacer. Hein. Je confesse que j'en ai chanté un paquet de scrutins. Ah oui, bon. Mais j'avoue que oui, non, il faut arrêter, quoi. Il faut quand même secouer vous savez, c'est grave parce que maintenant on est dans le mur. Et c'est ça qui est le plus terrible, c'est-à-dire que quand je dis on est au fond de l'impasse. Et on peut pas faire marche arrière, on n'a pas de marche arrière sur le dispositif, c'est extrêmement grave. Merci Pierre-Yves Collombat pour ce témoignage. Merci de bien vouloir vous rallier à cette liste qui attire à elle des gens de tous les horizons, en fait. On a un peu envie de reprendre ce que disait De Gaulle, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et elle ne s'éteindra pas. Donc vous avez été sénateur, apparenté socialiste, sénateur communiste. Vous êtes maintenant retraité et vous acceptez d'être sur notre liste. Je rappelle d'ailleurs au passage que nous avons une liste qui est au-dessus du clivage droite-gauche. On a toujours été classé comme ça par le ministère de l'Intérieur. Et je rappelle aussi que s'il y a eu le non au référendum de 2005, c'est parce qu'il y a eu 55% des Français qui ont voté non, dont à peu près 30% venaient de droite, mais 25% venaient de gauche. Et donc si on n'arrive pas à rassembler au-dessus du clivage droite-gauche, à titre provisoire, comme le fut le Conseil national de la résistance, on n'y arrivera pas à sortir de cette impasse. Ce qui nous lie tous, c'est la France. C'est ça. Bon. Et dans la catastrophe où on est, c'est ça qu'il faut remonter. Alors bien sûr, on passe son temps à s'entretuer, mais c'est ça la démocratie. Enfin, s'entretuer, j'exagère, mais à débattre. On n'est pas d'accord. Et puis c'est vrai que bon, si on avait le temps, on peut dire qu'il y en a qui essayent quand même un peu trop de tirer la couverture à eux. Bon, je ne m'éteindrai pas pour... mais bon, et qui sont quand même souvent à l'origine des blocages que l'on a. Bon, parce que c'est pas pas le boulanger du coin hein, qui a bloqué le système. Bon, mais le moment est venu. On ne peut pas laisser les choses comme ça. Merci Pierre-Yves Collombat pour ce témoignage qui est vraiment tout à fait intéressant et passionnant. Nous avons plusieurs personnalités qui sont en train de nous rejoindre, de droite, de gauche. Beaucoup de Français de droite et de gauche, je le vois dans mes réunions publiques où il y a des gens vraiment de tous les horizons et qui commencent à comprendre que la situation elle est tellement grave. Vous avez à peine évoqué, mais la situation financière avec l'euro est absolument dramatique. La situation est tellement grave qu'il faut absolument que le 9 juin, on envoie un grand message du peuple français pour, au minimum, imposer le débat de la sortie de l'Union européenne. Merci, monsieur le sénateur. Bon, oui, on a vraiment un peu de travail devant nous. Hein. Merci. Merci.